Bonjour à tous, je m'appelle Paul Boutillier, je suis président de TerraRoche et aujourd'hui, accompagné de Tristan Antenot, nous allons interroger Thomas Pellerin-Carlin, chercheur, spécialiste de la politique européenne de l'énergie et du climat et 9e candidat aux européennes sur la liste Réveiller l'Europe portée par Raphaël Glucksmann. C'est le 4e invité pour notre projet TerraRoche Interview. L'objectif est de sensibiliser sur l'écologie, mais aussi les enjeux politiques en vue justement des élections européennes qui approchent. Bonjour, monsieur Pellerin-Carlin. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de l'invitation. Bonjour, donc merci d'avoir accepté l'invitation. Donc pour préciser, Paul et moi menons l'interview, mais tout au long de l'interview, on va inviter le public à noter les points sur lesquels il souhaiterait des approfondissements que nous pourrons préciser. Puis, dans un premier temps, nous nous intéresserons à votre parti et à ses idées. Ensuite, nous le ferons plus spécifiquement sur votre politique écologique à l'échelle européenne. Et enfin, on fera une partie de réponse aux questions du chat Twitch qui regarde le live, ainsi que du public ici présent. Donc, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, votre parcours et comment finalement vous êtes arrivé à Place Publique et à cette carrière politique? Merci beaucoup. Alors, carrière, le mot est trop tôt pour le dire, ou sinon c'est une carrière qui dure depuis 6 semaines, donc je pense que c'est trop court pour appeler ça une carrière. Donc, je m'appelle Thomas Pellerin-Carlin, je suis normand, je suis né à Caen, d'où je vous parle aujourd'hui, dans le Calvados. Et du coup, moi, en fait, mon métier, fondamentalement, c'est d'être chercheur, et chercheur en particulier sur la politique européenne de l'énergie et du climat. Et donc, pendant presque 10 ans, j'ai été chercheur sur ce sujet-là, notamment dans un laboratoire d'idées qui s'appelle l'Institut Jacques Delors, donc qui porte le nom de l'ancien président de la Commission européenne, Jacques Delors, qui a quitté ses fonctions en 1994. J'ai aussi travaillé au sein de l'Institut de l'économie pour le climat, qui est aussi un centre de recherche qui est lié à une banque de l'État français qui s'appelle la Caisse des dépôts et consignations. Donc voilà, donc moi en fait je viens vraiment d'un milieu universitaire et pendant 10 ans j'ai produit des analyses, j'ai dirigé les travaux de recherche et j'ai découvert qu'il y avait un écart entre les politiques européennes telles qu'elles sont aujourd'hui et ce qu'elles devraient être au regard de nos connaissances scientifiques, notamment sur les enjeux de changement climatique. En parallèle de ma carrière pour le coup de chercheur, parce que 10 ans ça c'est une carrière, j'ai été aussi pendant 6 ans officier de réserve de l'armée de terre, donc je passais plusieurs dizaines de jours par an à servir l'armée de terre, tout simplement. Et chose que j'ai arrêtée en 2021, justement au moment où j'ai adhéré à Place Publique, donc qui est un petit parti politique français, et qui est coprésidé par Raphaël Glucksmann et Aurore Lalucq, qui sont tous les deux des eurodéputés depuis 2019 et qui sont respectivement premier et quatrième sur notre liste. Alors notre liste, c'est une liste commune. Elle est menée par Raphaël Glucksmann, qui est de Place Publique, mais on a fait alliance avec le Parti socialiste français dans le cadre de ces élections. Parce qu'on pense fondamentalement qu'il ne faut pas que les gens fassent de la politique tout seuls, il faut toujours qu'on pense en équipe et donc du coup qu'on fasse alliance, notamment au sein de la gauche sociale, écologique et pro-européenne. Donc ça a été notre démarche. Le Parti socialiste a accepté de faire alliance avec nous, ce qui nous permet donc du coup de faire campagne ensemble autour d'une liste commune portée par Raphaël Glucksmann, mais surtout autour d'idées communes. Donc on a beaucoup d'idées et de propositions sur les enjeux aussi divers que la défense, que la justice sociale, mais pour dire un mot quand même de l'écologie, puisque c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, on a une vision très claire et on veut que l'Europe devienne une puissance écologique. Et c'est vrai que le mot de puissance et le mot d'écologie ne sont pas des mots qui ont été beaucoup associés par le passé. Nous, on les associe. On les associe parce que on refuse une puissance non écologique et on refuse aussi l'écologie impuissante. Donc pour nous, la puissance écologique, c'est ce qui est nécessaire pour être capable de faire face aux puissances qui ne veulent pas de l'écologie. Et ces puissances-là sont des puissances géopolitiques. Évidemment, la Russie de Vladimir Poutine ne veut pas de l'écologie, puisque toute la richesse du régime fasciste russe dépend de ces exportations de pétrole et de gaz. Et donc du coup, il faut que l'Europe devienne une puissance écologique pour faire face
aux puissances des énergies fossiles que sont notamment la Russie de Vladimir Poutine ou l'Iran des Mollahs qui finance le terrorisme international ou l'Arabie Saoudite de Mohammed bin Salman ou encore le Qatar, pour en citer que 4, mais il y en a plus que 4 dans le monde. Et il faut aussi que l'Europe devienne une puissance écologique pour faire face à une autre puissance qui est la puissance de l'argent. La puissance du coup qui fait que dès qu'on commence à toucher à un cheveu de l'intérêt d'un actionnaire au nom de l'environnement, et ben on se retrouve avec des armées de lobbyistes et un gouvernement français en ce moment par exemple qui a beaucoup cédé face aux puissances de l'argent et face aux lobbies. Et donc du coup, nous, notre réponse à ça, c'est de faire de l'Europe une puissance écologique. On a un programme qu'on a présenté cette semaine. On a 378 mesures, dont j'ai pas compté le nombre de mesures qui sont liées à l'écologie, mais il y en a une petite centaine. Donc c'est un élément vraiment central de notre programme. Et je sais pas à quel moment vous voulez que je détaille les mesures. Si vous voulez, je les détaille dès maintenant ou on revient plus tard. Je pense qu'on va... Oui, on se penchera plus précisément plus tard. Ça marche, je me tais alors. Très bien, merci pour cette présentation assez extensive. Finalement, on voulait justement qu'après ça, vous présentiez directement le parti, mais c'est fait. Est-ce que vous pourriez plutôt nous donner la vision de la politique de votre parti? Vous l'avez un peu évoqué avec le fait que vous allez travailler en équipe, vous aviez une liste commune, mais qu'est-ce que vous portez vraiment comme vision politique à la place publique et pas évidemment un peu aussi lié à la politique européenne, puisque c'est un peu... Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, pour rester sur l'écologie, mais je peux aussi parler des enjeux démocratiques, des enjeux féministes qui sont importants pour nous. Pour rester sur l'écologie, on a un projet et une équipe. Le projet, c'est de faire de l'Europe une puissance écologique, je l'ai déjà dit, pour mettre en œuvre ce qu'on appelle non pas la transition écologique, puisque le mot de transition nous semble assez faible et a été beaucoup malmené. Et en tant que chercheur moi-même, je me suis appuyé sur les travaux d'un historien qui s'appelle Jean-Baptiste Fressos, qui a beaucoup décrypté l'usage et les mésusages de ce mot de transition. Et donc nous, on n'utilise pas ce mot-là. Nous, notre projet, c'est un projet de révolution énergétique, écologique et industrielle. Et tous les mots sont importants là-dedans. Révolution, parce que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est une révolution, en tout cas du système énergétique, clairement. Une simple transition où on passe son temps à procrastiner, à remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, ça ne suffira pas. Révolution énergétique, puisque l'énergie est un élément essentiel, on ne peut pas être sérieux sur l'écologie si on n'a pas une réflexion sur l'énergie. Révolution écologique, puisque c'est ça qui nous guide, c'est évidemment l'action pour le climat de manière à éviter l'effondrement climatique, mais aussi de prendre en compte toutes les autres limites planétaires, le problème d'accès à l'eau douce par exemple, puisque même en Normandie on connaît des sécheresses et des problèmes d'accès à l'eau douce pour nos paysannes et nos paysans, mais aussi des enjeux de protection de la biodiversité, de préservation du vivant, de manière à ce qu'on évite la 6e extinction de masse des espèces qui nous guettent, si jamais on continue à foncer droit dans le mur. Et enfin, révolution industrielle, puisque nous, notre projet n'est pas de rester dans une posture de supériorité morale en Europe et de dire que nous, on fait bien tout ce qu'il faut et puis d'importer des produits chinois qui sont faits n'importe comment. Nous, notre projet, c'est que l'Europe redevienne un continent de producteurs, que l'on produise en Europe tout ce dont on a besoin pour bien vivre et pour vivre dignement, à commencer par les équipements qui sont nécessaires à la révolution énergétique. Et donc là, je parle de pompes à chaleur, d'éoliennes, de panneaux solaires, de batteries pour les voitures électriques, de matériaux isolants pour les bâtiments. Je pourrais donner encore d'autres exemples, mais ces exemples-là sont parmi les plus importants. Donc ça, c'est le projet qu'on porte. On a évidemment beaucoup de propositions précises et on y reviendra plus tard. Et enfin, on a une équipe. C'est-à-dire que nous, on se pose déjà la question de qui vraiment va faire ça. Et moi, du coup, mon rôle dans notre équipe, c'est d'être, si je suis élu au Parlement européen, d'aller dans une commission parlementaire. Donc, il y a 20 commissions parlementaires au niveau européen. Et on a une en particulier qui s'occupe des enjeux énergétiques et industriels. Moi, c'est là où j'irai. Il y a une autre commission parlementaire, par exemple, qui s'occupe des enjeux environnementaux. C'est là où est et devrait rester Christophe Clergeau, qui est le 5e de notre liste. Évidemment, on ne peut pas penser l'écologie sans penser l'économie. Et donc, du coup, il nous faut quelqu'un de très compétent sur la commission parlementaire économie. Et c'est Aurore Lalucq, qui est économiste de formation, qui est la 4e de notre liste. Et enfin, on ne peut pas penser la révolution écologique européenne sans penser l'interconnexion avec le reste du monde, la Chine, le commerce international. Et pour ça, on a le premier d'entre nous,
Raphaël Glucksmann, qui est aujourd'hui et restera dans cette commission sur le commerce où il se bat pour l'écologie aussi depuis 5 ans. Il y a aussi d'autres noms que je pourrais citer, mais vous voyez qu'on est vraiment sur une approche où voilà, un mec dans son coin qui change le monde, ça n'existe pas. Voilà. Et donc il faut penser l'équipe, il faut penser comment est-ce qu'on constitue l'équipe, comment est-ce qu'on est animé par un projet commun. On a travaillé ensemble pendant des mois et des mois et des mois jusqu'à arriver à un accord sur notre programme qui nous engage jusqu'au 9 juin, mais surtout après, pendant toute notre mandature. Ça va vraiment être notre boussole, le mandat que nous auront donné les Françaises et les Français qui auront choisi de voter pour la liste de Raphaël Glucksmann, et en se posant la question voilà, de qui fera quoi, mais un peu comme au football ou au rugby, peut-être plus au rugby d'ailleurs qu'au football. Il y a des gens, c'est des très bons arrières, il y a des gens, c'est vraiment des très bons avants, il y en a, c'est des ailiers, et voilà, il faut que chacun soit à son poste et qu'on se batte ensemble pour jusqu'à la victoire. Merci beaucoup. Je pense qu'on va bientôt passer sur notre côté très écologique. On a déjà beaucoup abordé, mais je pense qu'avant ça, peut-être qu'on devrait faire une petite digression sur les autres causes que vous avez déjà évoquées un petit peu. Et je voudrais faire ça par le biais de formules assez chocs que vous utilisez sur votre site, qu'on est allé voir. Particulièrement, je commence par la première qu'on voudrait que vous expliquiez un petit peu. Dans l'acte de naissance de Place Publique, vous avez écrit: sans prolongement politique, les luttes, les engagements, les espérances, les succès ne suffiront pas à enrayer notre marche collective vers l'abîme. Qu'est-ce que vous entendez particulièrement par la marche collective vers l'abîme? Je pense que toute personne qui est un peu lucide comprend que nos sociétés sont en train de foncer dans le mur. On a évidemment le mur écologique. Je ne sais pas si j'ai besoin de le détailler, vu les gens qui nous suivent ici, mais je peux le détailler si vous le jugez utile. Il y a aussi un mur géopolitique, qui est le retour de la guerre entre États sur notre continent, ce qui est quand même du jamais vu depuis 1945. On a un État qui a l'arme nucléaire, qui est un État mené par un régime fasciste, amené par une idéologie, ou plutôt mené par une idéologie mi-religieuse, mi-colonialiste, qui dit que son voisin, sa nation voisine, n'existe pas. Que les Ukrainiens ne sont pas des Ukrainiens, ce sont des petits Russes, puisque c'est le discours officiel de la Russie de Vladimir Poutine, et que pour faire comprendre aux Ukrainiens que ce ne sont pas des Ukrainiens mais des petits Russes, on va les massacrer. Et ça, c'est la réalité qu'on connaît depuis plus de 2 ans. Peut-être pour évoquer une seconde ça, qu'est-ce qui se passe en Ukraine en ce moment? Il se passe que beaucoup d'hommes qui ont mon âge sont au front. Et là, en Ukraine, ils sont en train de débattre, et je pense même qu'ils ont déjà adopté la baisse de l'âge de la conscription, qui aujourd'hui, c'est à partir de 27 ans, ça va être abaissé à 25 ans, parce que l'Ukraine a besoin d'hommes pour défendre sa liberté. Ça, c'est la situation dans laquelle on est. Et face à ça, comme disaient les Ukrainiens, Emmanuel Macron macronne. Donc macronner, c'est un verbe que les Ukrainiens ont inventé il y a 2 ans. Et macronner, ça vient d'Emmanuel Macron. Voilà. Donc macronner, c'est un verbe qui en ukrainien veut dire se plaindre d'une situation très négative et ne rien faire pour changer la situation. Donc ça, c'est le mot qui a été inventé par les Ukrainiens. Effectivement, Macron macronne sur l'Ukraine. Il macronne aussi sur l'écologie, soit dit en passant. Et donc nous, face à ça, on pense qu'il ne faut pas macroner, quoi. Il faut être à la hauteur de l'histoire, il faut fournir aux Ukrainiens tous les équipements et l'armement et les groupes électrogènes et les câbles électriques et tout ce dont ils ont absolument besoin pour défendre leur liberté, parce qu'en défendant en défendant leur liberté, ils défendent notre liberté. Et donc du coup, moi je veux qu'à nouveau, ma génération et la vôtre ne vivent plus avec le spectre de la guerre qu'a hanté nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Et pour ça, il faut que l'Ukraine gagne, de manière à ce que l'Ukraine soit victorieuse et qu'une paix durable puisse être installée. Et ça, c'est un élément évidemment fondamental. Et peut-être l'autre élément de l'abîme, les fascistes ne sont pas uniquement à Moscou, il y en a aussi chez nous. En tout cas, des gens qui, s'ils venaient au pouvoir, seraient bien contents de mener une politique de ce type-là. Et donc, du coup, on voit la montée des extrêmes droites, et nous, on est viscéralement opposés à l'extrême droite. On ne négocie pas avec eux. Ce sont nos adversaires politiques. On ne fera jamais, 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 jamais alliance avec un parti d'extrême droite. Ni au niveau local, ni au niveau régional, ni au niveau national, ni au niveau européen. Et j'insiste sur ça. Parce que ce qui s'est passé cette semaine,
aux Pays-Bas est tragique. Aux Pays-Bas, ils ont trouvé un accord de coalition mené par Geert Wilders, qui est le leader de l'extrême droite néerlandaise, qui est un ami de Marine Le Pen, et qui va probablement devenir Premier ministre des Pays-Bas. Et qui est dans son alliance? La droite classique, en France c'est les amis d'Éric Ciotti, mais aussi la droite libérale, les libéraux, du VVD, de l'ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte, qui est un ami de Emmanuel Macron. Et ils sont alliés, ces gens-là. Et donc du coup, aux Pays-Bas, cette semaine a été annoncée une alliance entre les gens qui se revendiquent centristes, la droite et l'extrême droite, pour mettre l'extrême droite au pouvoir aux Pays-Bas. Ce qui est la première fois dans l'histoire des Pays-Bas depuis 1945 que l'extrême droite est au pouvoir. Et face à ça, nous, on ne transige pas. Donc nous, contrairement aux amis d'Emmanuel Macron, on ne fera jamais alliance avec l'extrême droite, dans aucune circonstance, parce qu'on sait très bien que l'extrême droite au pouvoir, c'est l'abîme assuré pour la civilisation européenne. Très bien, merci de votre réponse. Donc, on va maintenant entamer la partie un peu plus directe de l'interview avec un format qu'on a appelé question flash. Le principe est simple, on va vous poser une série de questions qui sont assez succinctes et auxquelles vous devrez répondre vous-même de manière succincte. L'idée, c'est de répondre en une ou deux phrases pour qu'on ait rapidement vos opinions, qu'on les comprenne et qu'ensuite on puisse réagir dessus. Donc, je vais commencer à poser les questions. Première question, la question écologique peut-elle être résolue par la politique? Oui. Quel est le secteur le plus important dans la transition écologique? Tous. À quel rythme faut-il s'affranchir des énergies fossiles? Là, ma réponse sera plus longue. Pour l'Europe, le plus vite possible. Je pense qu'on peut atteindre presque zéro consommation de charbon en 2030. Très peu de gaz fossile en 2035. Et le pétrole, ça va être compliqué, mais on peut viser une réduction drastique en 2045. La décroissance est-elle envisageable? La décroissance est envisagée par d'autres familles politiques que la nôtre. Nous, on pense qu'il faut sortir de l'idéologie du PIB, du produit intérieur brut. Et du coup, on n'est ni croissantiste ni décroissantiste. On pense juste que le produit intérieur brut, c'était une bonne manière d'évaluer l'économie américaine des années 30, parce que ça a été fait pour ça. C'est plus une bonne manière aujourd'hui d'évaluer les économies européennes dans les années 2020. Donc, il faut d'autres indicateurs. Pour réussir la transition écologique, faut-il restreindre les libertés individuelles? Non, sauf peut-être celles des gens qui sont des multimilliardaires. L'Union européenne est-elle le levier le plus puissant face aux enjeux écologiques? C'est un levier indispensable. Sans une Union européenne qui devient une puissance écologique, on ne sera pas capable de relever le défi écologique. L'Union européenne est-elle trop focalisée sur l'économie par rapport à l'écologie? En fait, je ne suis pas d'accord avec la question. Il n'y a pas d'économie sur une planète morte. Et il faut sortir de l'idée qu'il y a une opposition entre écologie et économie. C'était un peu vrai dans les années 80, quand les voitures électriques n'existaient pas, que les éoliennes et les panneaux solaires n'étaient absolument pas développés. Mais aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que les gens qui sont sérieux sur l'économie devraient être sérieux sur l'écologie et vice-versa, parce que les deux sont enchevêtrés. Et enfin, une question un peu plus actuelle, faut-il changer la politique agricole commune? Oui, radicalement, profondément. Il faut la remplacer par une politique agricole et alimentaire commune, où on est capable de donner l'argent non pas à l'agro-business qui détruit notre planète, mais aux paysannes et aux paysans qui sont là pour nourrir le monde, tout en préservant notre climat, notre environnement, notre biodiversité et la qualité de notre eau. Et enfin, quel aspect de la politique écologique européenne changeriez-vous en priorité? En priorité, on adopterait un plan européen d'investissement pour le climat sur le long terme. Donc, pendant 10 ans, on investit à fond pour faire bifurquer l'économie, pour réorienter notre économie et notre société vers un chemin qui soit profondément écologique. Très bien.
Merci beaucoup pour vos réponses. Et évidemment, elles vont susciter des réactions. Particulièrement, je note que vous avez dit qu'il fallait sortir du PIB et trouver d'autres indicateurs. Quels indicateurs peut-être avez-vous en tête? Il y en a plein. Alors là, vous me prenez un peu au dépourvu, donc je vais me référer aux travaux qui avaient été lancés par un infâme gauchiste qui s'appelle Nicolas Sarkozy, donc le président de droite qu'on a eu entre 2007 et 2012, qui a fait une ou deux bonnes choses, mais une bonne chose qu'il a fait, c'est de demander à trois économistes, Joseph Stiglitz, Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi, de réfléchir à des indicateurs. Et malheureusement, il n'en a rien fait, mais ils ont fait leur travail. Et ça a donné notamment ce qui s'appelle maintenant le Better Life Index de l'OCDE, qui permet de prendre en fait une batterie d'indicateurs où on regarde les enjeux, par exemple, de pollution de l'air, les enjeux de qualité du travail, les enjeux de violence entre les êtres humains, que ce soit la violence au travail, la violence domestique, donc les violences sexistes et sexuelles, mais aussi les violences de type insécurité, qui regarde aussi les enjeux d'égalité femmes-hommes. Donc il y a une batterie d'indicateurs qui existe déjà. Donc en fait, faut sortir en fait de l'idée que avec un seul thermomètre, on va comprendre les choses. De la même manière qu'un médecin va pas juste prendre votre température. Il se dit pas ah non mais il est à 37,2 degrés, c'est bon, tout va bien. La même chose vaut pour les sociétés humaines. Il faut avoir une batterie d'indicateurs pour qu'on comprenne en fait ce qui se passe. Et c'est en regardant l'ensemble qu'on peut voir si la société effectivement est saine ou si jamais il y a un début de maladie qu'on commence à dépister et qu'il faut diagnostiquer et ensuite un problème auquel il faudra remédier. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas que l'Europe joue les bons élèves en important des produits chinois, mais il y a aussi... Enfin, il me semble que vous aviez dit qu'il ne fallait pas que l'Europe joue forcément... Déjà, faut pas être dans une posture de supériorité morale. Moi, je veux pas être dans une posture où on fait croire aux gens qu'on fait les choses bien, parce qu'en fait, on a juste externalisé la pollution dans les pays en voie de développement. Et du coup, il faut qu'on assume de produire chez nous. C'est ça mon propos. Et justement, ma question rejoint ça. Comment justement concilier les actions de l'Europe avec celles des pays en voie de développement? En sortant de la logique actuelle qui est une logique néocoloniale et en étant dans une logique de véritable partenariat. Les peuples des pays en voie de développement dans leur grande diversité, parce que je prends juste un exemple malien parce que j'ai un peu connu ça de loin. Un éleveur peul, c'est pas la même chose qu'un agriculteur bambara. Voilà. Et évidemment, un Malien, c'est pas un Sénégalais. Et un Africain de l'Ouest, c'est pas un Africain du sud du continent, et un Africain, c'est pas un Indien, pour enfoncer une porte ouverte. Et donc, du coup, il faut, au cas par cas, établir des partenariats qui doivent être toujours des partenariats d'égal à égal. Là, par exemple, dans le contexte actuel, où on voit quand même qu'il s'est passé, on a eu de très, très, très bonnes nouvelles pour la démocratie au Sénégal. Et moi, je suis très admiratif de la force du peuple sénégalais qui a réussi à mener un très très bon combat pour la démocratie au Sénégal, et un combat qui est toujours difficile à mener, et on le voit même dans les démocraties européennes où parfois on perd ces combats-là pour la démocratie, comme en Hongrie. Du coup, il faut évidemment avoir un partenariat d'égal à égal entre l'Union européenne et le Sénégal, peut-être aussi plus généralement la CEDEAO, donc les organisations d'États auxquelles le Sénégal participe, et pour traiter en pleine égalité par exemple, pour donner juste un exemple parmi d'autres, comment est-ce qu'on gère ensemble, ou plutôt comment est-ce qu'on gère ensemble, comment est-ce que nous, Européens, en accord avec les Sénégalais, on peut discuter des enjeux de pêche. Parce qu'il y a effectivement un intérêt de préserver une pêche artisanale au Sénégal qui est nécessaire pour des pêcheurs. Et face à ça, il y a des bateaux chinois qui, au Sénégal comme partout dans le monde, vont ravager les océans en surpêchant. Et nous, Européens, on peut être utile là-dedans, puisque le Sénégal face à la Chine, ça pèse pas lourd, mais le Sénégal allié à l'Union européenne face à la Chine, déjà, ça permet de rééquilibrer. Et tout comme le veut l'actuel président du Sénégal, nous voulons, nous aussi, une approche durable de la pêche, fondée sur la pêche artisanale, et fondée sur l'idée que la ressource halieutique
déjà, en fait, elle appartient à personne. C'est la nature, donc c'est pas une possession. Mais nous, êtres humains, on a fait le choix de l'exploiter et il y a une manière intelligente d'exploiter cette ressource-là pour nourrir les Sénégalais en premier et une partie du reste du monde aussi. Mais ça doit être co-construit avec les forces démocratiques sénégalaises d'égal à égal. Je prends cet exemple-là pour parler un peu d'un sujet dont on parle jamais sinon, qui est la pêche et la biodiversité et les mers, mais je pourrais très bien vous dire la même chose sur le Chili, qui est une autre grande démocratie, qui a des ressources en lithium et en cuivre qui sont considérables, dont on a absolument besoin pour réaliser la révolution énergétique, écologique et industrielle, mais il faut voir avec les Chiliens comment est-ce qu'on peut bâtir un partenariat qui renforce la démocratie au Chili, qui renforce la justice sociale, les droits des travailleurs au Chili, et qui permet d'avoir un vrai partenariat d'égal à égal entre l'Union européenne et le Chili. Merci pour votre réponse. Ça me fait penser que vous évoquiez notamment la Chine dans cette réponse, qui est un peu un géant sur la scène internationale, Oui. qui pèse d'ailleurs 30% dans les émissions de gaz à effet de serre mondiales, alors que nous autres, dans toute l'Union européenne, nous n'y contribuons qu'à 7%. Est-ce que alors on peut vraiment nous considérer responsables de la crise écologique, ou est-ce que c'est plutôt un problème de ces puissances comme la Chine et aussi les États-Unis, et donc il faudrait reporter la faute sur eux? Alors, sauf erreur de ma part, il y a à peu près 3 fois plus de Chinois que d'Européens. Donc le fait que la Chine pollue à peu près 3 fois plus que les Européens n'est pas anormal, puisqu'un être humain est un être humain. Et deuxièmement, une partie de la pollution chinoise, elle est à destination de la consommation des Européens, hein. Et donc du coup là-dessus, voilà, c'est le premier point. Et le deuxième point, alors c'est pas votre propos à vous, mais c'est un propos que j'entends beaucoup dans une sorte de nouveau climato-scepticisme de bonne aloi qui vient de l'extrême droite, qui a été propagé à la droite, et même maintenant des amis d'Emmanuel Macron en parlent. Et on a souvent entendu dire, oh la France, vous savez, c'est qu'1% des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi est-ce que nous on agirait alors que les autres n'agissent pas? Et ça, c'est doublement faux. D'une part, parce que les autres agissent, premièrement. Et deuxièmement, c'est quoi cette logique? C'est-à-dire que si là, quand je sors de la salle là où je suis à Caen, je vois quelqu'un qui est en train de se noyer dans l'Orne et que je vois tout le monde autour qui fait rien, qui appelle même pas les pompiers, moi je vais rester là en disant non, les autres ils font rien, je vais pas me mouiller au sens littéral du terme. C'est quoi ce raisonnement? Donc non, nous Européens, alors pour le coup, je suis le premier à critiquer la culture européenne et l'Union européenne quand il faut, mais s'il faut nous reconnaître pour le coup une qualité, c'est que sur la question écologique, on a sonné l'alarme bien avant le reste du monde. Et par exemple, le fameux objectif international sur le climat qui est de limiter les émissions de gaz à effet de serre de manière à ce que la température mondiale n'augmente pas de plus que 2 degrés, donc ce fameux objectif de maximum de degrés de réchauffement, cet objectif-là, il vient à la base de l'Union européenne et d'un accord qui a été trouvé entre les ministres de l'Environnement de l'Union européenne en 1996. Donc beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Moi, j'avais 6 ans et demi en 1996. Donc c'est le moment où ils ont trouvé cet accord-là. Et il faut reconnaître du coup à l'Union européenne un véritable leadership sur la question écologique. Et quand on est leader, oui, effectivement, on doit être plus exigeant vers nous-mêmes qu'envers les autres. Mais de la même manière que dans une équipe de rugby, le capitaine est là pour montrer l'exemple. Et si jamais il y a le 3/4 centre qui va pas suffisamment dans les rugs, pardon, peut-être que je suis en train de perdre tout le monde avec les exemples de rugby, je sais pas. Mais si jamais vous avez un camarade de n'importe quel sport qui fait pas exactement son boulot, le rôle du capitaine, c'est pas de dire non, moi non plus, je vais aussi arrêter de jouer parce que le petit copain il arrête de jouer aussi. Non, au contraire. C'est de montrer l'exemple, c'est évidemment d'aller voir le camarade de l'équipe et de lui dire en fait on est tous dans le même bateau. Pour le coup, à part Elon Musk, il n'y a pas grand monde qui pense qu'on peut aller vivre sur Mars. En tout cas, 7 milliards d'humains sur Mars, a priori, c'est pas faisable. Et donc, du coup, on est tous sur la même planète. Et donc, il y a un moment, en fait, faut qu'on agisse ensemble. Et écoutez, s'il faut que nous, Européens, on aille un peu plus loin et qu'on monte un peu plus l'exemple que les autres, faisons-le. Faisons-le. Et moi, je n'en tirerai que fierté. Merci encore une fois. Pour rebondir sur ce que vous dites, vous évoquiez tout à l'heure le fait d'être une puissance écologique, ce serait potentiellement ça aussi, d'être leader et de montrer l'exemple. Comment est-ce que concrètement on envisagerait de faire ça? Vous parliez tout à l'heure un peu des mesures. Est-ce que vous pouvez nous en détailler peut-être plus des choses plus pragmatiques ici?
Absolument. Alors déjà, il faut avoir un cap. Il faut savoir où est-ce qu'on va. On a déjà un cap qui a été adopté au niveau européen, notamment grâce à notre famille politique, les sociodémocrates européens, qui a permis l'adoption d'une loi européenne sur le climat qui dit qu'on va baisser les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre ce qu'on appelle la neutralité climatique à l'horizon 2050. Alors d'ailleurs, ce mot de neutralité climatique, c'est quand même une révolution. La neutralité climatique, ça veut dire qu'on a réussi à tellement baisser les émissions de gaz à effet de serre que le peu qui reste, par exemple pour faire tourner des chars, enfin, c'est vraiment un tout petit peu qui reste, on réussit à le compenser par une captation des émissions de gaz à effet de serre, par exemple avec des solutions fondées sur la nature comme l'agroécologie ou comme la reforestation, donc l'augmentation de la couverture forestière dans nos pays. Donc ça, c'est le cap. Après, il faut le décliner. C'est un peu comme si, voilà, si vous voulez courir un marathon en 3 heures, ok, c'est ambitieux, c'est faisable, mais il faut que vous voyez des séances d'entraînement et vous fixez pour objectif, par exemple, je sais pas, vous voulez courir un marathon en 3 heures dans 5 ans, vous vous dites, déjà, l'année prochaine, je cours mon premier marathon, et puis dans 3 ans, je cours un marathon en dessous de 4 heures, etc., etc. Donc là, pareil, il faut déjà. Et nous, ce qu'on porte dans notre programme, c'est un jalon où on se dit qu'on va baisser les émissions de gaz à effet de serre de 90 à 92% à l'horizon 2040, donc 10 ans avant 2050. Comment est-ce qu'on va le faire? On va le faire en divisant par 2 la consommation d'énergie. Sur la période 2026-2040, on veut diviser par 2, donc moins 50% la consommation d'énergie. Et dans le même temps, on veut déployer massivement les énergies renouvelables qui font l'objet d'un consensus politique au niveau européen. Pour ces énergies renouvelables, qui aujourd'hui représentent moins d'un quart de notre bouquet énergétique, en 2040 représentent 3/4 de notre bouquet énergétique, ce qui est vraiment, à l'échelle des temps longs de l'énergie, faire ça en 15 ans, c'est révolutionnaire. Et c'est ce qu'on porte. Donc ça, c'est les éléments, la stratégie qu'on a. Et après, il faut des politiques publiques concrètes. J'ai déjà parlé du plan d'investissement qu'on souhaite faire. C'est aussi pour la rénovation des bâtiments, de manière à consommer moins d'énergie. C'est aussi pour déployer des énergies renouvelables. Pour ça, il faut investir, par exemple, dans le réseau électrique, qui doit être modernisé pour pouvoir transporter plus d'électricité et intégrer plus d'énergie renouvelable. Mais c'est aussi dans les moyens de production. Les moyens de production les plus connus sont les moyens de production d'énergie renouvelable électrique. Donc, c'est les fameuses éoliennes et les panneaux solaires photovoltaïques, ceux qui sont couleur bleue. Mais on veut aussi développer de manière importante la chaleur renouvelable, c'est-à-dire des technologies qui permettent de chauffer. Par exemple, de chauffer des maisons, mais aussi de chauffer des industries. Moi, voilà, mon industrie préférée, c'est l'industrie de la bière. Pour produire de la bière, il faut une certaine température, il faut de la chaleur. Aujourd'hui, c'est du gaz, mais demain, ça peut être la chaleur du soleil avec des technologies de solaire thermique. Ça peut être aussi de la géothermie, ça peut être aussi des pompes à chaleur. Donc, c'est tout cet ensemble de solutions qu'on veut développer, notamment avec un investissement européen qui peut passer par des subventions, qui peut passer par des prises de participation et qui peut passer aussi par des prêts. Et enfin, pour finir peut-être sur une mesure très, très concrète qu'on porte, c'est la rénovation de toutes les écoles européennes, écoles maternelles et écoles élémentaires, en 5 ans. Pour qu'en 2030, partout en Europe, on ait réussi à démontrer au niveau de l'école ce qu'est notre projet de révolution énergétique, écologique et industrielle. Et donc nous, ce qu'on porte, c'est un financement européen pour rénover toutes ces écoles, pour qu'en 2030, plus aucun enfant n'ait froid dans sa salle de classe en hiver, comme c'est malheureusement le cas des enfants ici à Caen, qui sont dans l'école élémentaire Léopold Sédar Senghor dans le quartier de la Pierrosée, que plus aucun enfant n'ait chaud en été à cause des canicules. Et donc pour ça, il faut des préaux, il faut des ombrières, tout un ensemble de solutions qui existent, mais qui demandent à être financées et qui permettent de protéger nos enfants contre les canicules, notamment qui arrivent au mois de juin et au mois de septembre, parce que le changement climatique est là, et du coup provoque des canicules et impacte déjà la santé de nos enfants. Et évidemment, on veut aussi faire revenir la nature dans les cours de récréation, pour que les enfants ne jouent plus sur des cours de récréation qui soient juste du béton, mais dans lesquels il y a des arbres, il y a des haies, pourquoi pas des fleurs aussi, pour faire revenir la nature dans ces cours de récréation. Et enfin, tout ça, on veut le faire avec des produits européens, avec des travailleurs européens, qui sont les travailleurs locaux, qui vont pouvoir développer. Pardon, il y a eu un écho. Donc pour terminer sur ce dernier point,
avec des produits européens. C'est-à-dire que là, ce dont je vous parle, c'est pour que l'école de Nantes soit rénovée avec des pompes à chaleur faites de l'usine Saunier-Duval de Nantes. Et que cette pompe à chaleur soit alimentée par de l'électricité qui viendra d'éoliennes fabriquées à Saint-Nazaire, donc juste à côté de Nantes, du coup voilà, qui fabriquent déjà aujourd'hui des nacelles d'éoliennes qui peuvent être disposées en mer et notamment au large de Nantes. Donc ça permet tout ça d'industrialiser un territoire et de démontrer très rapidement au bout de 5 ans que en fait notre projet, on l'a fait là pour une toute petite chose mais qui est quand même importante, que sont les écoles, et que du coup ces écoles sont devenues la figure de proue de la révolution écologique que nous portons. Merci pour vos réponses. Donc on va maintenant passer dans la dernière phase de l'interview, la réponse aux questions du public, puisqu'il ne reste plus que 15 minutes. Donc je crois que Adrien est en charge du micro, donc ça va se faire. J'attends le... Voilà, c'est bon. Comment comptez-vous Petit problème technique. Mm-hmm. Moi, j'ai profité de ce problème technique pour poser une question que j'ai vue dans le chat Twitch et qui rebondit sur ce que vous venez de dire avec les énergies. Comment comptez-vous diviser la consommation d'énergie par 2? Alors, ok. Alors, on a 2 principaux outils pour diviser la consommation d'énergie par 2 d'ici à 2040. Là, je vais insister, on prend comme point de référence le pic de consommation d'énergie de 2006, qui est le pic de consommation en Europe. Donc déjà, aujourd'hui, entre 2006 et 2022, on a réussi à baisser de 15% la consommation énergétique. Donc l'idée de faire moins 50%, c'est en fait d'accélérer la dynamique qui est déjà à l'œuvre. Alors comment est-ce qu'on souhaite l'accélérer? On souhaite l'accélérer en activant 2 outils. Le premier, qui est le moins radical et qui existe déjà, c'est l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est par exemple la rénovation des bâtiments. Et du coup, tout ce que j'ai dit là sur la rénovation des écoles, c'est juste un exemple. Mais notre projet implique aussi la rénovation des autres bâtiments, des hôpitaux, des EHPAD, où sont nos anciens, et évidemment du logement, à commencer par le logement social, puisque les plus pauvres, les classes moyennes et les classes populaires doivent être les premiers bénéficiaires de la révolution écologique. Et le deuxième volet sur lequel on s'appuie et qui est nécessaire pour faire pas simplement ce qui a été fait pour l'instant, mais pour vraiment réussir à diviser par 2, c'est la sobriété. La sobriété, c'est un mot qui a aujourd'hui une définition scientifique. Donc les scientifiques du GIEC, donc le Groupement international des experts pour le climat, qui rassemble des scientifiques à l'échelle internationale sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, le GIEC a donné une définition de la sobriété. Et la sobriété, c'est un ensemble de politiques publiques, de comportements individuels, mais aussi des comportements collectifs, qui nous permettent de vivre bien, qui permettent de garantir la qualité de vie de tout le monde, mais en réduisant la consommation d'énergie, de matériaux, de terre, d'eau. Et donc, la sobriété, on veut la déployer au niveau européen. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment novateur. J'ai lu, par exemple, le programme d'Emmanuel Macron, qui nous parle d'écologie, mais ne nous parle jamais de sobriété. Le mot n'apparaît même pas dans le programme qu'ils ont présenté la semaine dernière. Nous, c'est un élément central de notre projet de société. Nous voulons une société qui arrête d'être ivre en énergie fossile, ivre en matériaux qui sont gaspillés, où tout ce qu'on achète est jeté, et au contraire, bâtir une société de la sobriété. Donc, peut-être pour prendre un exemple connu des plus jeunes, la fameuse marque chinoise de vêtements Shein, c'est l'exemple même de l'ivresse. Des vêtements de mauvaise qualité fabriqués dans les pires conditions, qui sont des catastrophes économiques, écologiques et sociales. Alors, catastrophes économiques pour tout le monde, sauf pour les patrons de Chine, bien évidemment. Et donc, on a un ensemble de mesures qui sont dans notre programme et qui vont, par exemple, permettre d'augmenter la durée de vie minimale d'un produit. Donc, c'est vrai qu'il y a certains produits, par exemple une machine à laver, il y a une durée minimale de garantie du produit. Et donc là, ça oblige du coup le producteur, par exemple le fabricant de machines à laver, de garantir une durée de vie du produit beaucoup plus longue. Et du coup, ça l'oblige à ne pas fabriquer des produits qui cassent vite, pour rester poli. Et donc, du coup, à fabriquer des produits durables, de longue qualité, de manière à ce que la machine à laver puisse durer 15-20 ans et pas 5 ans, comme c'est parfois le cas.
Je prends l'exemple de la machine à laver, mais on veut décliner ça sur absolument tous les produits de grande consommation, de manière à ce qu'on ait des produits qui soient durables, vraiment dans le sens où ils durent longtemps, ils sont fiables. Deuxièmement, on veut que ces produits-là soient réparables, de manière à ce que si au bout de 8 ans ou 12 ans, vous avez un problème avec votre machine à laver, plutôt que de la balancer et d'en prendre une autre, vous la réparez. Mais pour ça, c'est pas forcément à vous et moi. Enfin, moi, si vous me demandez de réparer une machine à laver, je vais être comme une poule face à un couteau, quoi. Donc, il faut développer tout un système collectif avec une économie de la réparation, avec des entreprises spécialisées là-dessus. On peut s'appuyer sur déjà la compétence de nos garagistes qui savent aujourd'hui déjà réparer nos voitures, qui demain peuvent aussi contribuer à nous aider à réparer d'autres produits complexes, mécaniques, y compris l'électroménager, mais aussi beaucoup d'autres choses. Et enfin, parce qu'à un moment quand même si vous avez réparé le produit, à un moment, mourra de sa belle mort, il faudra le recycler. Et ça fait partie aussi d'un enjeu véritablement écologique. Et donc pour ça, nous, on veut des standards européens qu'on a déjà réussi à obtenir d'ailleurs sur les batteries et qu'on veut avoir sur d'autres produits aussi, qui permettent que ces objets-là soient conçus dès le début pour être facilement recyclables. Donc, autrement dit, le recyclage pour nous, c'est pas un truc, c'est pas une étiquette qu'on rajoute à la fin, etc. C'est un élément qu'on conçoit dès le début de la conception du produit, de manière à ce que le produit soit le plus durable possible, le plus facilement réparable, et qu'il soit déjà conçu pour être facilement recyclable. Et ça, c'est par cette sobriété-là qu'on réussira notamment à baisser la consommation d'énergie. Là, j'ai pris beaucoup d'exemples qui sont liés à l'industrie, mais j'aurais pu en prendre d'autres sur le transport, et notamment sur l'aviation. D'ailleurs, s'il y a une question sur l'aviation, ce serait très bien, sinon je vais devoir développer ça à un autre moment. Voilà, par ces outils-là de sobriété et d'efficacité, il est complètement réaliste de dire qu'on peut baisser la consommation d'énergie, la diviser par 2 d'ici à 2040. Merci pour votre réponse. Avant une autre question du public dans la salle, je pense qu'on va aussi donner la parole à ceux qui sont sur le live et qui nous regardent. Ouais. Vous avez évoqué beaucoup la question de l'énergie, comme je disais, mais vous n'avez pas encore parlé du nucléaire. Quelle est votre position par rapport à ce sujet qui est souvent utilisé comme la solution miracle en France pour l'énergie? Ouais. Alors, mais c'est peut-être parce que je suis chercheur. Donc moi, déjà, ma première position sur le nucléaire, c'est de rappeler les ordres de grandeur. Moi, une des personnes qui m'a fait découvrir les questions énergétiques, c'est un ingénieur qui est très connu maintenant en France, qui n'était pas trop à l'époque, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici. Et à très juste titre, il rappelle qu'il faut comprendre les ordres de grandeur. Alors, quelle est la part aujourd'hui de l'électricité dans le mix énergétique européen ou français? C'est que 25%. C'est-à-dire que les 3/4 de l'énergie qu'on consomme aujourd'hui en France et en Europe, ce n'est pas de l'électricité. C'est le pétrole que vous mettez dans la voiture, c'est le gaz qui sert à chauffer des bâtiments, c'est tout ça. Dans ce bout qu'est l'électricité, qui n'est que 25%, ça a amené à grossir, mais ça ne va probablement pas dépasser les 50%, en tout cas pas de beaucoup. Ça restera qu'une partie de la question. Mais dans cette partie-là, quelle est la part de l'énergie nucléaire? Aujourd'hui en Europe, on a 25% de notre électricité qui provient du nucléaire. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que le nucléaire est une technologie qu'on maîtrise quand même globalement, qu'on a appris à maîtriser grâce au travail d'ingénieurs, et notamment d'ingénieurs de sûreté nucléaire, dont il faut saluer le travail qu'ils ont fait dans l'Union européenne depuis le début de la filière nucléaire française et européenne. Et ces réacteurs nucléaires historiques produisent de l'électricité en grande quantité, de manière globalement fiable, même si en France on a quand même eu des problèmes importants en 2022, à un coût tout à fait raisonnable et évidemment en émettant quasiment aucun gaz à effet de serre. Donc ces 25% qu'on a aujourd'hui, ils sont très importants. Et nous, on pense que évidemment, il faut prolonger, autant que les ingénieurs de sûreté nucléaire nous le disent, toutes les centrales existantes. Ça, c'est notre position. Après, on voit aussi où est-ce que va le nucléaire. Et moi, par exemple, je me base sur une étude qui a été faite par EDF, qui est quand même une grande entreprise française et qui est une grande entreprise qui connaît bien le nucléaire et qui aime le nucléaire. Et EDF nous dit que même si on développe à fond le nucléaire, vu de là où on part, le pourcentage du nucléaire dans le mix électrique européen va baisser. Et donc l'étude d'EDF, je vous vois froncer les sourcils, Paul, mais vous pouvez le voir, donc, ça a été publié, c'est la slide, donc c'est la diapo numéro 10 de leur PowerPoint qui est sur le site d'EDF et ça s'appelle, je crois, Stratégie 2050.
Donc là, ce que je vais vous dire, c'est la parole officielle d'EDF. La parole officielle d'EDF, c'est que la part de l'électricité nucléaire dans le mix électrique européen va baisser de 25% aujourd'hui à 16% en 2050. Donc le mix électrique que EDF voit en 2050, encore une fois, c'est la parole officielle de l'entreprise, c'est 16% de nucléaire, 7% de pilotable décarboné, là il y a des technologies qui ne sont pas encore matures, et 77% d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est ma réponse d'abord technique. Il faut être clair. Et du coup, ceux qui vendent l'idée que le nucléaire est la solution miracle sont des vendeurs de poudre de perlimpinpin. Emmanuel Macron, dans son programme, propose de tripler la production nucléaire européenne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas physiquement possible. Ce n'est pas industriellement possible. Le scénario, donc triplé, c'est une augmentation de 200%. Le scénario le plus optimiste, hyper ambitieux, avec plein de nouveaux petits réacteurs nucléaires et tout qu'a fait EDF, c'est pas plus de 100, c'est plus 50%. Et ça, c'est un scénario très, 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 très optimiste. Donc déjà, il faut être hyper réaliste là-dessus. Et moi, je regrette que le fanatisme et l'idéologie aient pris le pas sur un débat rationnel sur la question nucléaire, tant du côté des anti-nucléaires que du côté de ceux qui présentent le nucléaire pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire une solution miracle. Le nucléaire n'est pas une solution miracle, c'est un élément qui peut constituer le mix électrique d'un pays. Après, pour dire un mot quand même du niveau politique au niveau européen, ce n'est pas à l'Union européenne de décider de sortir du nucléaire ou de relancer le nucléaire. Pourquoi? Parce que, et c'est incarné dans la devise de l'Union européenne, unité dans la diversité. Il y a plein de sujets sur lesquels on est unis. Tous les sujets dont on a parlé jusque-là, c'est des sujets d'union. Que ce soit les énergies renouvelables, la protection face à la Chine, l'action climatique, le fait de combattre le régime de Vladimir Poutine, tout ça, c'est des sujets d'union en Europe. Mais le nucléaire est un sujet de division en Europe. Et donc, du coup, il faut reconnaître de manière réaliste, de manière responsable, le fait que sur le nucléaire, il y aura des voies diverses. Et donc, du coup, nous, ce qu'on porte, c'est une politique européenne unie qui intègre une diversité des choix nationaux sur la question du nucléaire, avec des pays, et c'est leur choix souverain, qui sont déjà sortis du nucléaire et qui veulent continuer à vivre sans nucléaire. Et pour ces pays-là, le nucléaire, ce sera 0% de leur mix électrique. Et d'autres pays qui veulent plus de nucléaire, qui vont peut-être pouvoir atteindre à l'horizon 2050 40 ou 50% de nucléaire. C'est bien leur droit. C'est bien leur droit. Et à la fin, il y aura une diversité de choix du nucléaire, mais au sein d'une politique européenne énergétique commune. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a le temps pour une dernière question du public. Si vous voulez bien apporter le micro. Comment est-ce que vous comptez déplacer les productions qui sont faites dans les pays pollueurs comme la Chine, en Europe et en France? C'est une excellente question. C'est bon, il n'y a plus d'écho. C'est une excellente question. Donc déjà, merci de la poser. On a deux outils, un outil défensif, un outil offensif. Décidément, j'utilise beaucoup la métaphore du rugby dans cette discussion. L'outil défensif, c'est déjà d'arrêter de se faire avoir. Donc nous, on est pour que l'Europe sorte du dogme du libre-échange. Voilà, les règles de l'Organisation mondiale du commerce sont des règles humaines qui sont changées par les êtres humains et pas respectées par les êtres humains. C'est pas des lois divines qui ont été données par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, quoi. Donc là-dessus, nous, on est clairement sur une approche où on veut le protectionnisme écologique européen. C'est tout un ensemble de mesures, par exemple l'interdiction de l'importation en Europe des produits issus de l'esclavage, même quand ces produits sont des panneaux solaires faits par des Ouïghours en Chine. C'est évidemment aussi l'augmentation, si je puis dire, disons, la hausse de l'ambition des réglementations environnementales européennes qui s'imposent aux produits importés.
Et donc là, on a toute une stratégie de défense commerciale pour défendre l'économie de notre continent et ne plus se faire avoir par n'importe quel pays. La Chine est évidemment le plus important, mais c'est pas juste contre la Chine, hein. Je veux dire, c'est aussi contre les dérives qui arrivent des États-Unis et des autres pays qui respectent pas nos règles. Voilà. Et ça, c'est Raphaël Glucksmann lui-même qui le porte. Et bon, il y a de bonnes chances que Raphaël Glucksmann, moi je suis pas sûr d'être élu, mais Raphaël, c'est sûr qu'il sera élu quand même sur la liste. Et du coup, je vais devoir y aller, pardon. Et donc, du coup, c'est Raphaël Glucksmann qui portera cette politique de protectionnisme écologique au niveau européen. Donc ça, c'est le volet défensif. Et le volet offensif, je l'ai déjà évoqué, c'est le plan européen d'investissement que nous voulons. C'est un plan européen d'investissement, y compris dans nos industries, pour que, par exemple, l'usine de Sistovi à Carquefou, donc qui est une usine qui produit des panneaux solaires, une des 2 seules usines qui nous restaient en France pour produire des panneaux solaires, elle puisse être soutenue financièrement par l'Union européenne de manière à produire en Europe. Et là, ce qu'on fait, c'est juste en fait appliquer en Europe ce qui existe aux États-Unis depuis l'Inflation Reduction Act, qui a été adopté par le président Joe Biden il y a 2 ans. Donc on ne réinvente pas la roue, hein. On adapte juste à l'Europe un plan d'investissement états-unien qui marche depuis 2 ans et qui marche très très bien. Et l'erreur qu'on a fait, c'est de ne pas faire la même chose en Europe. Pour ça, c'est mon dernier point, on n'a pas parlé de où est-ce qu'on trouve l'argent. Il faut trouver l'argent. Il n'y a pas d'argent magique. Donc quand Emmanuel Macron nous dit « Ah, on emprunte de l'argent, puis après on verra comment on rembourse », c'est pas sérieux. Il faut évidemment emprunter de l'argent, mais il faut aussi dire comment est-ce qu'on le rembourse. Et ça, c'est tout ce que porte ma colistière Aurore Lalucq, qui porte notamment une initiative citoyenne européenne. Donc c'est un texte que vous pouvez tous et toutes signer si vous le souhaitez et si vous êtes majeur, parce qu'il faut être citoyen et électeur pour pouvoir le signer. Et si on a 1 million de citoyens européens inscrits sur la liste électorale qui le signent, on force la Commission européenne à proposer le texte de cette initiative. Cette initiative, elle a un petit nom qui est très simple, c'est « Taxer les riches ». Mais la proposition est beaucoup plus intelligente et beaucoup plus détaillée que le slogan. Et c'est la création d'un impôt européen sur les fortunes, sur les grandes fortunes, pour que les multimillionnaires et les milliardaires payent leur juste part d'impôt. Donc on veut rétablir au niveau européen l'impôt sur la fortune qui existait en France, que Nicolas Sarkozy avait maintenu. J'aurais dit 2 fois du bien de Nicolas Sarkozy, décidément, c'est une journée étrange. Que Nicolas Sarkozy avait maintenu, mais que Emmanuel Macron a démantelé. Et donc, avec d'autres ressources comme la taxation des transactions financières et la taxation du kérosène des avions, par exemple, c'est des ressources qui vont nous permettre d'avoir de l'argent au niveau européen. Et c'est cet argent-là qu'on va pouvoir utiliser pour ce plan européen d'investissement dans le climat, dans la sécurité énergétique, dans les technologies propres, et du coup, dans le fait qu'on puisse avoir une industrie dynamique en Europe qui fabrique les biens stratégiques dont on a besoin pour faire de la révolution énergétique, écologique et industrielle une réalité pour tous et toutes. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses. S'il y a un dernier thème, peut-être une dernière chose que vous aimeriez dire à tous nos auditeurs, tous les spectateurs ici présents, qu'est-ce que ce serait peut-être sinon ça... Ouais, alors pour conclure en un mot, le 9 juin, c'est les élections historiques. C'est les élections les plus importantes de l'histoire du continent européen. C'est la première fois qu'on va voter alors que la guerre est à nos portes. C'est aussi la première fois qu'on va voter alors que même les centristes font alliance avec l'extrême droite. Et aujourd'hui, si vous votez pour la liste de Macron, pour la liste de Ciotti, ou pour la liste de Le Pen, ou pour la liste de Zemmour, eh ben, peut-être que vous allez voter pour les mêmes, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il est possible que ces gens-là fassent alliance au niveau européen, comme ils viennent de faire alliance aux Pays-Bas il y a 2 jours. Et donc, du coup, face à ça, tous les autres votes sont utiles, clairement. Mais en France, c'est notre liste portée par Raphaël Glucksmann qui est la mieux à même de faire en sorte que collectivement, on arrive premier au niveau européen. Pour ça, ce serait bien qu'on arrive 2e en France au moins. Mais plus on aura un score élevé, nous, en France, avec Raphaël Glucksmann, plus on aura des chances qu'au niveau européen, la social-démocratie européenne reprenne le pouvoir. Ce pouvoir-là, on l'a perdu en 1994, quand Jacques Delors a arrêté d'être président de la Commission européenne. Ça fait 30 ans que l'Europe est à droite. Ce 9 juin 2024, chacune et chacun d'entre vous... Merci à Thomas Pellerin-Carlin, 9e sur la liste de Réveiller l'Europe portée par Raphaël Glucksmann, d'avoir accepté cette interview et d'avoir répondu à toutes nos questions de manière extensive. Le public dans la salle et sur Twitch et nous-mêmes avons grandement apprécié cette interview. J'espère que c'est aussi le cas pour vous. Eh bien, si ça vous a intéressé, vous pouvez toujours retrouver les rediffusions de tout ce qu'on a fait, non seulement sur YouTube, mais aussi sur Twitch, ainsi qu'en podcast sur votre plateforme favorite. Et
Ça permet aussi à tous ceux qui veulent regarder en dehors du live de regarder. Et si vous voulez revoir des précisions, vous pouvez aussi y aller. Il n'y a pas d'autres interviews réellement prévues pour l'instant dans le projet TRH Interview, mais il y en aura peut-être la semaine prochaine, dans la semaine du 23. C'est la semaine prochaine, quoi. Et donc, si ça vous intéresse, vous serez prévenu et ça risque d'être très intéressant, comme celle-ci, qui était, je le pense, l'une des meilleures qu'on ait faites jusqu'à maintenant. Merci à tous. Merci à tous et merci à Monsieur Pellerin.